La politique française en matière de rénovation énergétique des logements, elle a deux vertus qui ne sont pas suffisantes. D'abord, la France a été pionnière. Il faut être très clair, le président Chirac, Jean-Louis Borloo, voilà, deux noms qu'on peut associer à l'anticipation de la France qui a voulu être exemplaire. Deuxième vertu, elle a été volontariste. Ça signifie que des lois ont été votées, Grenelle 1, Grenelle 2, qui ont vraiment marqué l'histoire de notre pays, qui ont été observées par d'autres, qui ont pris exemple, qui ont copié. Ça signifie que la prochaine étape, et il y en aura eu plusieurs ce sera la loi Pompili, qui est l'héritage de la Convention citoyenne pour le climat, donc des actes juridiques forts. On pourrait citer aussi une initiative très originale, toujours qui montre la volonté du pays, c'est la création du plan bâtiment durable, qui s'appelait plan bâtiment Grenelle à l'origine, présidé depuis l'origine par Philippe Pelletier, avec la volonté d'embarquer tous les acteurs. Donc une politique franchement qui ne souffre pas de critiques. Et pourtant, en matière résidentielle, on est loin du compte. On n'a pas réussi. Ça signifie que quelques 10 ans après les premiers pas en France, moi j'estime qu'en matière de copropriété, notamment, on a pris 10 ans de retard. Donc on n'est pas allé suffisamment vite. Voilà, donc une politique qui, d'évidence, continue sur la même lancée, au mépris des alternances politiques, des changements, ce qui est très très bien. Il y a une vraie continuité, il y a un vrai cap. Et pour autant, il faut accélérer le pas. On a pris du retard, il y a des outils qui ont fait défaut, et aujourd'hui, on a devant nous, en particulier, la rénovation des immeubles collectifs, mais aussi des immeubles publics. On a pris du retard pour la rénovation des commissariats, des écoles, des postes. Là aussi, il faut qu'on rattrape ce retard. Il est de bon ton dans ce pays de trouver que les dispositifs d'aide publique ne sont jamais suffisants. Bon, voilà, on n'est jamais content, ça il faut le dire. Eh bien, en ce qui me concerne, mais je crois que très largement la communauté immobilière l'a reconnu, MaPrimeRénov', revu et corrigé, est un dispositif puissant, qui a du souffle, fortement incitatif, lisible, clair. On peut toujours faire mieux, mais franchement, on a atteint, je trouve, un degré de maturité dans la conception de l'aide publique qui ne fait pas de doute. Il s'ajoute à ça également le booster qui a été mis sur les certificats d'économie d'énergie. Il faut le citer aussi. Dispositif inventé par la France, qui est très intelligent également, c'est-à-dire en gros que les pollueurs, pour simplifier, malgré eux, ceux qui fournissent de l'énergie notamment, sont désignés comme des obligés de la collectivité et doivent mettre de l'argent sur la table qui vient réduire le coût des équipements ou le coût des travaux de rénovation pour les ménages. Voilà deux dispositifs qui sont intelligents, innovateurs et forts. Alors, quand il y a maintenant 48 heures, on entend le Haut Conseil pour le climat qui dit on a du retard par rapport à l'Allemagne, on a du retard par rapport à tel ou tel pays, il faudrait mettre sur la table 2 fois plus d'argent ou 3 fois plus d'argent. Spontanément, moi je ne souscris pas à ça, parce que l'argent public, c'est l'argent des ménages. S'il faut dire aux ménages, on vous donne d'une main ce qu'on va vous reprendre de l'autre par la fiscalité, notamment d'ici 2 ou 3 ans, quand le pays sera redressé, je ne vois pas l'intérêt. Donc ces aides-là, elles permettent, il ne faut pas l'oublier, un reste à charge pour les ménages, selon leurs conditions. C'est normal que ce soit selon les revenus des ménages qu'on aide plus les plus fragiles et moins les autres. Globalement, le reste à charge, il va être de 50% pour beaucoup de ménages, et puis pour les plus fragiles d'entre eux, de 10% ou de 15%. Voilà, je pense qu'il ne faut pas se tromper, une aide, elle ne se substitue pas aux ménages. On demande un effort financier aux ménages. Il n'est pas insupportable, il est lourd aujourd'hui, en période de crise, très lourd, mais il n'est pas insupportable. Il faut trouver les bons arguments, ne pas se tromper de combat. L'État n'est pas fait pour se substituer aux ménages, et l'argent de l'État, c'est l'argent des ménages. Le gouvernement mise
mise sur la relance énergétique pour redresser le pays, très largement, c'est-à-dire sauvegarder l'emploi. La filière immobilière est très porteuse d'emplois, en gros 2,5 millions d'emplois au total. C'est aussi donner l'envie aux ménages voilà, de mieux vivre. Bref, on table sur la rénovation énergétique. Le problème, c'est qu'on le fait. D'abord, ce discours-là, il date d'avant le deuxième confinement, et on le fait alors que tous les indicateurs économiques sont en train de se dégrader. On ne peut pas se cacher qu'on met la barre très haut. Je ne suis pas en train de dire qu'on ne peut pas la franchir. Et d'ailleurs, la FNAIM, l'UNIS, Pluriance s'engagent pour les 3 ans qui viennent à rénover 50 000 copropriétés sur 3 ans, en mettant des conditions sur lesquelles je vais revenir. Très clairement, ça n'est pas impossible, mais la barre est placée très haut. Est-ce que les discours publics ne sont pas un peu faciles, un peu angéliques? Vous allez tous y aller, puis d'ailleurs il y en a qu'on va obliger. Dans la future loi Pompili, il y aura des obligations très claires pour les bailleurs, pour un certain nombre de ménages. Non, ne nous leurrons pas, il va falloir trouver les bons arguments pour convaincre. Je trouve qu'on ne les utilise pas tous avec suffisamment de pertinence. Oui, la réduction de la facture énergétique, ça donne envie. Bon, les ménages, justement, vont avoir des difficultés économiques. S'ils font baisser de 30%, c'est en gros l'objectif qu'on peut avoir, leur facture, ce sera très bien. Ils ont envie de faire ça. Est-ce qu'ils vont gagner en confort dans leur logement? On ne leur dit pas assez qu'ils vont gagner en confort. C'est un enjeu de confort, de qualité de vie et de qualité sanitaire également. Quand on supprime l'humidité, quand on supprime l'effet de froid, on vit mieux. Quand les logements sont mieux conçus, si on parle de la construction, on vit mieux. Et troisième argument qu'on utilise pratiquement jamais, je n'entends pas, c'est la valorisation du patrimoine, la valeur verte des logements. Ça fait longtemps que dans l'univers des bureaux, on sait qu'il y a une green value, puisque c'est les anglo-saxons qui ont identifié ce mécanisme. Pour le logement, on ne dit pas aux ménages, mais si vous ne faites pas dans votre copropriété, dans les parties communes, dans les parties privatives, les travaux qu'il faut, votre immeuble qui vaut aujourd'hui 100, et peut-être une fortune dans les grandes villes, on est ici à Paris, eh bien, il n'aura pas la même valeur. Il va peut-être perdre en valeur de marché, par comparaison avec les autres, au moment de le vendre, au moment de vendre un appartement, 10, 15, 20%, même sur les marchés tendus. Ça, c'est un calcul qu'il faudrait faire de manière scientifique, et on pourrait démontrer, je n'ai pas lu grand-chose sur le sujet, il y a 1 ou 2 études, guère plus, pas grand public, je n'ai pas lu cet argument. Il faut user de cet argument, parce que c'est un argument économique fort. Les Français sont attachés à valoriser leur patrimoine. Il faut faire le lien, le pont entre travaux énergétiques et valorisation du patrimoine. Autrement, si on ne met pas ces 3 arguments bout à bout et quelques autres, dans ces circonstances économiques, on ne passera pas là-bas. Les organisations professionnelles, dans l'engagement qu'elles ont pris de rénover 50 000 immeubles sur 3 ans, ce qui veut dire d'inciter les copropriétaires. Voilà, ce n'est pas le syndic qui fait, il ne peut pas décider, mais il fait ses meilleurs efforts pour convaincre. C'est ça l'engagement. Il faut tout lire dans le manifeste qu'elles ont signé. Il y avait des conditions qui étaient en fait le besoin de disposer d'outils dont les syndics ont besoin, des outils qui étaient programmés, qu'on devait retrouver dans l'ordonnance d'octobre 2019, et puis des outils qui ont disparu au dernier moment. Il y a besoin d'imposer un plan pluriannuel de travaux aux copropriétés, c'est-à-dire de leur donner une visibilité pour permettre une programmation des travaux. Si on dit à des ménages, vous allez devoir dépenser 400, 500, 800 000 euros dans votre immeuble, sans leur expliquer le terme, sans leur expliquer le mécanisme de valorisation, ça ne passera pas. Outil absolument décisif. Deuxièmement, la profession dit toujours, on a besoin de favoriser une épargne obligatoire des copropriétés. Alors il y a un mécanisme qui a été créé dans la loi de 2014, loi Allure. On a pu voir qu'il était perfectible. Bon. Aujourd'hui, on dit aux ménages, vous allez mettre de côté au moins 5% du budget de votre immeuble. Ce n'est pas clair pour les copropriétaires. Le budget de l'immeuble, on veut pouvoir leur dire, c'était la demande de la profession, vous allez devoir mettre de côté un certain pourcentage, même un peu inférieur, 2,5% ou 3%, du montant des travaux programmés. On en revient au plan pluriannuel. Ça, c'est clair.
Tout le monde sait qu'on a des obligations, je ne sais pas, d'entretenir sa voiture, son logement à l'identique, et donc il y a un effort qu'il va falloir faire sur quelques années, et il faut mettre de côté un pourcentage de cet effort au fil du temps. Ça, ce serait clair. Et puis, bien sûr, il y a un autre outil qui fait défaut. Alors, il existe, mais il n'est pas obligatoire, il n'y a pas de sanction si on ne l'utilise pas, c'est l'outil diagnostic. Personne ne s'est jamais engagé dans des efforts importants s'il n'y a pas un diagnostic. Vous allez voir un médecin parce que vous vous sentez vraiment pas bien, on détecte une maladie. C'est le diagnostic qui va vous faire accepter des efforts de vie, des efforts thérapeutiques, etc. Aucun médecin ne peut dire « je ne sais pas ce que vous avez, mais je vous fais une prescription ». Donc ce diagnostic, il est absolument indispensable. Le diagnostic global de l'immeuble, diagnostic technique global, il doit être rendu obligatoire avec même des sanctions. Alors les sanctions, elles sont simples, hein, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas vendre un logement, en clair, ça peut en être une. Le notaire dirait « ben non, il n'y a pas eu de diagnostic dans l'immeuble, toute vente est bloquée », par exemple. Bon. Donc 3 outils techniques. Il n'y a pas d'argent derrière ça. 3 outils techniques qui mettraient en mouvement les copropriétés et qui aideraient considérablement les syndics. Il y a une urgence à faire. Parce que MaPrimeRénov', le budget est sur la table. Ça y est, il y a 2,5 milliards en gros. Si ces outils, dans les semaines qui viennent, ne sont pas inscrits dans la loi, ben, les syndics ne pourront pas être au rendez-vous de l'histoire avec leur copropriété. C'est un grand pays. Et les Français ont cette idée-là. On est en train de célébrer De Gaulle. C'est sûrement lui qui a le mieux mis dans l'inconscient collectif la grandeur de la France. Bon. Et qui a contribué à la faire. Quand aujourd'hui, on entend la numéro 2 du gouvernement qui annonce aux Français qui ne sont pas indépendants au plan énergétique, il y a de quoi être sidéré. Les ménages, on interroge dans la rue n'importe qui, vont vous dire bien sûr qu'on est autonome au plan énergétique. Pas totalement, hein. Dans le monde il y a un système, on dépend de beaucoup de pays pour quantité de choses, mais enfin tout de même. Et donc c'est aberrant. Alors ça signifie 2 choses à mes yeux. La première chose, c'est qu'on n'a pas travaillé à cette indépendance énergétique. On a eu des débats idéologiques contre le nucléaire, pour le nucléaire, pour telle ou telle énergie, pour l'éolien, contre l'éolien. Le vrai débat, c'est de savoir si effectivement on a gagné notre autonomie. C'est impensable de se dire que si on a un hiver un peu froid, on va craquer, c'est impensable. Bon. Donc on n'a pas posé le problème au plan politique dans les bons termes, est-ce que je suis indépendant? Et puis la deuxième chose, on en revient à la rénovation énergétique. Une part de la solution, c'est la frugalité énergétique, c'est-à-dire qu'on consomme à tout va. Encore aujourd'hui. Et les nouvelles générations qui donnent des ordres ou des leçons éclairées à leurs parents ne sont pas non plus dans la bonne logique. On a tous auprès de nous des enfants, des adolescents qui laissent toutes les lumières allumées, toutes les fenêtres ouvertes avec tous les radiateurs ouverts, mais qui bien sûr sont pour qu'on achète tous un véhicule électrique, etc. Donc les bons réflexes. On ne parle pas assez des réflexes des ménages, de la didactique. Tout n'est pas dans les travaux, tout n'est pas dans la réponse technique, elle est aussi dans la réponse comportementale. Et cette frugalité énergétique, c'est aussi une solution, comme dans tous les domaines. Si on va faire les courses et qu'on vide le réfrigérateur au cours du week-end, il est vide après. Donc il faut mesurer sa consommation, surtout que ça n'affectera pas le confort de vie. Est-ce qu'on a besoin, dans une maison de 4 pièces, qu'il y en ait 3 qui soient éclairées alors qu'on est dans la 4e? Sûrement pas. Ce sont des mauvais réflexes. Donc on a gaspillé l'énergie, on continue à la gaspiller et on perd notre indépendance aussi à cause de ça.